Bonjour Christophe, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Relevé de compteur, aujourd'hui fusionné avec la chronique Science et Fiction. L'autre jour, en rangeant ma bibliothèque, je suis tombée sur une BD, Les 12 travaux d'Astérix. Cet opus des aventures de l'ingénieux gaulois fait directement référence à Hercule, ce héros ayant accompli 12 travaux plus exceptionnels les uns que les autres, grâce à sa force surhumaine. En fait, quelque part, Astérix est un super-héros, si l'on le veut. Je pense que beaucoup de personnes viennent d'avoir une attaque en entendant cela, parce que bien évidemment, Astérix n'en est pas un, mais il y fait penser par cet aspect surhumain, et notamment cette référence à Hercule. Et à bien y penser, en fait, les mythes aussi regorgent de super-héros. Même s'ils ne portaient pas tous des capes et des costumes comme les super-héros que l'on connaît à l'heure actuelle, le plus connu de tous étant certainement Superman, même s'ils n'avaient pas une identité secrète pour que l'on ne puisse les identifier, ces super-héros mythiques étaient des êtres surhumains. On en retrouve dans la mythologie gréco-romaine, qui sont très connus, mais peut-être en existe-t-il dans d'autres cultures. Je vous propose donc de faire un petit tour d'horizon des super-héros de l'Antiquité. Alors commençons par les plus connus de tous, Héraclès, le Hercule grec, et Achille. Achille est le fils de Pelée, roi de Phthie, et de Thétis, une Néréide, une nymphe marine. Achille n'a rien de particulier à la naissance, c'est un simple humain. Mais sa mère le plonge dans le Styx, l'un des fleuves des enfers, ce qui rend son corps invulnérable. Enfin, son corps, ou presque tout son corps, puisque son talon, lui, ne touche pas l'eau, étant donné que c'est par là que sa mère le tient. Le talon d'Achille reste donc vulnérable. Achille sera par la suite éduqué par un centaure, Chiron, qui lui apprendra les arts de la guerre, de la musique et de la médecine. Il est encore adolescent quand il part pour la guerre de Troie aux côtés d'Ulysse et de son cousin et très cher ami Patrocle. Il abandonnera le combat suite à une querelle avec Agamemnon, mais reviendra dans la bataille lorsque son très cher Patrocle sera tué par Hector. Achille va alors tuer Hector pour venger son ami, mais il trouvera la mort peu de temps après, touché au talon par une flèche tirée par Paris et guidée par Apollon. Achille fait partie des héros légendaires du monde grec. Il était à la base un homme, mais un homme beau et valeureux, d'une grande valeur morale avec un sens aigu de l'honneur, qui a acquis une force surhumaine, de façon complètement surnaturelle. Pour Hercule, ou Héraclès, la force n'est pas vraiment venue de façon surnaturelle, puisqu'il est en fait un demi-dieu. Héraclès est en effet le fils illégitime de Zeus. Et son prénom, qui était à l'origine Alcide, a été changé en Héraclès par Zeus afin de calmer sa femme Héra, qui appréciait relativement peu la nouvelle infidélité de son cher et tendre époux. Cependant, ça n'aura pas eu beaucoup d'effet, puisqu'Héra enverra 2 serpents venimeux tuer l'enfant. L'enfant, en voyant les serpents, décidera de les étrangler, alors qu'il est encore tout petit, ce qui révélera déjà une force surhumaine et un courage lui aussi surhumain. Héra, relativement mécontente, décidera par la suite de le rendre fou. Elle l'amènera à tuer sa femme et ses enfants. Héraclès ira alors trouver la Pythie de Delphes qui lui conseillera de se mettre au service de son ennemi Eurysthée afin d'expier sa faute. Selon certains, ce serait la Pythie qui aurait changé son nom d'Alcide en Héraclès. Les sources divergent un peu à ce sujet. Bien qu'il ait réalisé un grand nombre d'exploits, ce sont les 12 travaux qu'Eurysthée lui ordonnera d'accomplir qui resteront les plus célèbres exploits d'Héraclès. En effet, ce sont ces 12 travaux qui vont lui permettre d'accéder à l'immortalité que Zeus lui avait promis en tant que demi-dieu. Doté d'une force surhumaine, Héraclès va s'imposer ainsi pour affronter les pires monstres et les tuer. Il va affronter notamment l'hydre de Lerne, qui est un monstre dont les têtes repoussent à chaque fois qu'on les coupe, le lion de Némée, immense, très fort, et il va capturer le sanglier d'Érimante, il va enchaîner Cerbère, le chien des enfers. Bref, Héraclès est un héros d'une grande force, d'un grand courage, d'une grande moralité. Il est parfois comparé à Thor, le dieu nordique du tonnerre, leur parcours présentant des similarités, puisqu'ils combattent tous deux les monstres avec une arme magique, un marteau pour Thor et une massue pour Héraclès. Et donc, le mythe d'Héraclès ne va pas s'être limité aux frontières grecques. On va le retrouver en Étrurie, sous le nom d'Hercle, à Rome, sous le nom d'Hercule, beaucoup plus connu, et en Asie mineure, sous le nom de Cacasbos. Héraclès
est donc un surhomme qui a voyagé à travers le monde, entre guillemets, du moins c'est son histoire, a voyagé de par le monde, et tout simplement parce qu'à travers le monde entier, on va retrouver des histoires de super-héros, dès l'Antiquité. Déjà, bien avant Héraclès, il y a un super-héros qui a mené des combats exceptionnels contre des créatures fabuleuses dans une quête d'immortalité. C'est Gilgamesh, roi d'Uruk, un héros sumérien du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Certains auteurs émettent l'hypothèse que le mythe d'Héraclès serait inspiré du mythe de Gilgamesh. Puisqu'on est en 3000 avant Jésus-Christ, je vous propose d'écouter une reconstitution de la musique qui se jouait en Syrie du temps de Gilgamesh, roi d'Uruk. Il s'agit de la plus ancienne musique du monde, une partition gravée sur une tablette d'argile environ 3400 ans avant notre ère. Cette partition met en évidence l'existence d'une musique qui est basée sur des règles relativement similaires à celles de la musique occidentale. La seule chose qui manque dans la partition, ce sont des indications de rythme. Le rythme qui est proposé ici est donc totalement hypothétique. Voilà, il s'agissait donc d'une reconstitution électronique de la plus ancienne musique du monde, une complainte d'une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était donc le genre de musique qu'écoutait Gilgamesh, roi de la ville sumérienne d'Uruk. Gilgamesh était considéré comme un être dur et intransigeant par ses sujets. Gilgamesh implore la déesse Aruru, la maîtresse de la cité, de lui venir en aide pour être un être meilleur. Elle confectionne alors avec de l'argile un double de Gilgamesh, Enkidu, pour le remettre dans le droit chemin. Enkidu est un être sauvage, sans élégance, mais qui est bon et fort. La première rencontre entre Gilgamesh et Enkidu se solde en un combat qu'aucun des deux n'emporte. Ils reconnaissent alors leur valeur mutuelle et ils concluent un pacte d'amitié. Gilgamesh propose à Enkidu une expédition héroïque contre Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Malgré le danger, Enkidu accepte d'accompagner Gilgamesh, et ensemble, ils vainquent Umbaba et coupent les cèdres. Ils rentrent à Uruk. La ville est alors attaquée par le taureau céleste, et ensemble, ils le tuent. C'est alors que les dieux décident qu'Enkidu doit mourir. Enkidu n'aurait jamais dû tuer Umbaba et le taureau céleste, et toutes les suppliques de Gilgamesh et d'Enkidu n'y feront rien. Un mal incurable le frappera, et il mourra. Gilgamesh se mettra alors en quête de l'immortalité. Il passera de nombreuses épreuves, mais n'arrivera pas à obtenir ce qu'il désire. Alors qu'il est très près du but, il échoue. Cette épopée met donc en évidence une quête de l'immortalité, mais surtout la lumière face à l'ombre, l'humanité face à l'animalité. En effet, Gilgamesh est un être aux 2/3 dieu. Il est roi, il mène une vie civilisée en pleine lumière. Enkidu, lui, vit dans la steppe parmi les bêtes. Il est vêtu comme le dieu des bêtes sauvages, et il est doté d'une force surhumaine. C'est son union avec une femme humaine qui lui fera perdre une partie de ses forces, qui feront que les bêtes ne le reconnaîtront plus, et qui le mènera jusqu'à la civilisation menée par Gilgamesh. Il deviendra alors l'ami que les dieux espéraient. Il sera puni de mort. L'épopée de Gilgamesh met en évidence ce que sont ces héros à la force surhumaine, avec une grande valeur morale, prêts à affronter 1000 dangers pour accéder à l'immortalité, venger des êtres chers, racheter une faute. Ils sont l'archétype du bien, c'est-à-dire une forme symbolique représentant la part de lumière qui réside en chacun de nous. Cette part lumière va devoir affronter notre part d'ombre, symbolisée par des êtres, des créatures qui sont des miroirs du héros en négatif. Le héros sortira vainqueur du combat, symbolisant la victoire de la lumière sur l'obscurité, celle du bien sur le mal.
Mythes et épopées, par le biais de ces super-héros mythiques, nous disent que notre part de bien l'emportera toujours sur notre part de mal, que nous vaincrons, que notre humanité sera plus forte que notre animalité. Dans ces histoires, les méchants ont donc un rôle tout aussi important que les gentils, et cela se retrouve dans tous les mythes de l'époque, comme notamment les épopées sibériennes, telles que celle du tout-puissant preux Devilchen aux habits ornés de broderies. Mais avant de vous parler de ces incroyables preux sibériens, je vous propose d'écouter un chant diphonique, le type de chant que l'on retrouve en Sibérie. Il s'agissait donc d'un chant diphonique interprété par Raphaël de Kock. Il s'agit d'une technique vocale que l'on retrouve en Asie, au Tibet, en Sibérie, et qui permet à une seule personne de produire 2 notes de fréquences différentes. Pour ça, il faut quand même réussir à faire vibrer, durant l'expiration, des tissus qui sont situés au-dessus des cordes vocales, ce qui produit une note plus grave que celle des cordes vocales, et qui est continue. C'est relativement difficile d'atteindre un tel niveau de maîtrise. Ce type de chant, donc, on le retrouve en Sibérie, une terre glacée la moitié de l'année, habitée de peuples nomades, éleveurs de rennes. En Sibérie, on considère que les hommes vivent dans le monde moyen. En dessous d'eux se trouve le monde inférieur, plongé dans la nuit, peuplé d'êtres démoniaques nommés Avaki. Au-dessus se trouve le monde supérieur, baigné de lumière, peuplé d'êtres puissants, pouvant être bons avec les humains, s'ils ont une contrepartie. Afin de mieux appréhender les épopées sibériennes, je vous propose de vous lire tout simplement un extrait du tout-puissant preux Devilchen aux habits ornés de broderies. Il y a bien longtemps, dit-on, apparurent 3 mondes semblables aux oreilles sensibles d'un renne sauvage de 1 an. Le monde moyen s'étendait comme un tapis de fourrure. Il était parcouru en 99 endroits par de fins ruisseaux. Des montagnes s'y élevaient, telle l'épaisse épine dorsale d'une peau de renard noir partagée en 9 bandes. L'herbe n'y jaunissait pas. Existait-il depuis longtemps ou depuis peu, ce monde moyen ? Je ne sais. Aucun oiseau ailé n'en atteignait les bords en volant alentour. Tant ce monde était vaste. À bien le regarder, ce monde était beau. C'était une bonne terre, rien ne pouvait lui être comparé. Les sapins-arbres s'y épanouissaient comme des perce-neige. Les mélèzes brillaient, telle la jeune toison d'un renne d'automne. Les pins-arbres poussaient pareils à la queue d'un écureuil roux. Les saules nains grandissaient, allongeant leurs rameaux. Les bouleaux-arbres des marais s'élevaient, déployant leurs racines. Ce doux monde moyen, ainsi agencé, possédait bien des animaux, du bétail sur les pentes ensoleillées, vivaient des élans sans nombre. Parmi les mélèzes, on voyait d'innombrables rennes mâles sauvages. Au faîte des montagnes, les lièvres couraient en faisant des bonds.
Dans les sapinières près des rivières, il y avait une profusion d'écureuils, tant ce pays était riche. Si l'on examinait bien cette belle contrée, en se demandant si un homme Urankai à 2 jambes, au visage nu et à la tête qui pivotait facilement n'aurait pas dû naître ici, alors il se révélait que dans ce pays était né et avait grandi un garçon haï robuste, nommé le preux tout-puissant Develchen, vêtu d'habits ornés de broderies de la tête aux pieds. Si on se demandait si cet homme né dans le monde moyen avait une parenté, alors il se révèle qu'il avait une sœur cadette. Si on se demandait comment s'appelait sa sœur, quel était son nom, elle s'appelait Sol Condor la Belle, à la tresse soyeuse, longue de 9 fois 7 pieds. Si on se demandait de quoi se nourrissaient ces preux, ils se nourrissaient de viande de divers animaux. Voici comment étaient ces preux. Le tout-puissant preux Develchen aux habits ornés de broderies chassait toutes sortes d'animaux. Se portant à la hauteur des pattes de derrière d'un élan mâle qui courait, cet homme s'en saisissait comme on saisit une araignée. Se portant à la hauteur du bout de la queue d'un renne sauvage d'automne qui courait, cet homme s'en saisissait comme on se saisit d'une fourmi. Se portant à la tête du garrot d'un ours mâle qui courait, il le saisissait comme on saisit un scarabée noir. Il était lui-même l'ancêtre des Evenks, tant notre homme était habile et robuste. Si on le regardait en pensant qu'il était riche, alors il se révèle que sur tous les monts de son pays natal paissait son bétail, ses rennes, sur tous les ruisseaux, ses rennes et ses faons, dans tous les buissons de Solnin, ses rennes mâles, sur les pentes tournées au nord, ses rennes châtraient. Ces gens vivaient-ils depuis longtemps ou depuis peu? Ils le savaient. Ils vivaient paisiblement se nourrissant des animaux du monde moyen. Ils avaient de plus en plus de rennes. Si on se demandait d'où ces gens tiraient leur origine, alors il se révèle qu'ils vivaient sans savoir quelle était leur lignée. Si nous étions descendus du monde supérieur et si nous avions vécu en nous installant dans le monde moyen, il y aurait de la rosée sur le haut de notre tête, pensait-il en tâtant le sommet de leur tête, sans rien y trouver. Si, nés sur la terre des Oganga, nous étions montés du monde inférieur pour vivre dans le monde moyen, alors de l'argile serait collée à nos talons, pensaient-ils en tâtant leurs talons, mais sans rien y trouver. C'est donc que nous sommes nés dans le monde moyen avec les arbres et les herbes qui y poussent. Il nous a été donné de naître pour devenir les ancêtres des Evenks, pensait-il ainsi qu'il se révèle. Il s'agit donc ici de l'introduction de l'histoire, et je vais vous lire un court extrait sur les combats que peuvent mener ces grands êtres. En fait, un être du monde inférieur est venu dans le monde moyen et a enlevé la sœur du preux Develchen, qui réagit de façon plutôt agressive, et parce qu'il tient vraiment à faire revenir sa sœur auprès de lui. Alors, le fils d'Avaki dit ces mots. Lovir, preux du monde moyen, tout-puissant preux Develchen aux habits ornés de broderies, tu es insaisissable et rusé comme la nuée qui s'en va, ainsi qu'il se révèle. Tu es très retors comme la nuit qui fuit, ainsi qu'il se révèle. Avec quelle force il tire, et ses paroles sont porteuses de malheur. En me regardant, il n'a pas craint de fracasser ma pauvre jambe par son tir. Pleurs et afflictions, offenses et regrets. Pourtant, on dit depuis longtemps qu'un jeune homme dans ses pensées ne doit redouter ni la pierre ni la fonte. Aussi approche sans ruse, essayons de nous battre à poings nus, cria-t-il. Notre homme, le preux Develchen donc, écarta la montagne d'argent, la changea en pièces de monnaie, la fourra dans sa poche et marcha sur son adversaire. Ils se rejoignirent et commencèrent à combattre, à se cogner le crâne à l'aide de gourdins de 90 fois 40 livres. Les gourdins ne résistèrent que 3 jours, puis ils se brisèrent en petits morceaux, se fendirent sous les coups. Ils jetèrent les gourdins, s'emparèrent de leurs lances porteuses de mort, se précipitèrent l'un sur l'autre, visant le centre de leur foie noir. Ces lances et 2 chaudrons de viande congelés n'auraient pas eu le temps de cuire, plièrent comme 2 barres de fer mal trempées, et ils s'en débarrassèrent. Après cela, ils se frappèrent, pliant les 10 doigts, poings fermés, se ruèrent de coups, tout en criant et hurlant, réduisant les arbres secs en miettes, renversant sur le sol les arbres qui poussaient. De force égale, ils frappaient comme avec des cornes. Ils ne surent pas combien de temps dura cette bataille, et s'arrêtèrent quand ils se culbutèrent à coups de tête. Voilà, c'était un combat mené par des êtres surhumains. Ils piétinent les montagnes, écrasent les arbres, tout un tas d'exploits que le commun des mortels ne peut faire. Le preux Develchen est considéré comme l'ancêtre des Evenks, un peuple nomade de Sibérie. Et cette épopée, qui était racontée par N.G. Trofimov,
peut être retrouvé dans le prosodanie Le Pro-Develchen, publié par Gallimard dans la collection L'Aube des peuples en l'an 2000. Chez les Evenks, comme dans beaucoup d'autres peuples de Sibérie, on était friand de ces histoires d'êtres surpuissants qui s'affrontaient sans relâche des jours durant. Dès sa naissance, le héros est quasiment de taille adulte. Il court, chasse, combat, tout comme ses ennemis. Le héros et ses ennemis sont dans ces épopées de forces quasi équivalentes. Le héros ne doit souvent son salut qu'à son aide magique. Un reine, un frère, un ami. Il affronte des êtres venus d'un autre monde. Qu'il s'agisse de ceux venus du monde des ténèbres, comme on l'a vu là avec un Avaki, mais aussi de ceux venus du monde des lumières, le monde au-dessus du sien. Car les êtres du monde supérieur ne sont pas forcément des êtres bons. Ce sont des êtres qui vivent simplement dans un autre monde et qui ont une force plus importante que celle des hommes. Ils n'ont strictement rien à voir avec nos dieux occidentaux. Ces preux, donc, sont dotés d'une force surhumaine, défoncent les montagnes d'un coup de poing, creusent des crevasses d'un coup de pied. Mais le héros vainc toujours son adversaire, faisant ainsi triompher l'humanité face aux êtres inhumains des autres mondes. Cette thématique de la lutte du bien contre le mal est donc une thématique universelle que l'on retrouve à travers le monde entier, mais aussi une thématique éternelle. Et oui, les super-héros mythiques ont survécu dans les mythes, dans les épopées, mais aussi, à l'heure actuelle, dans la bande dessinée. Les super-héros ne s'appellent plus Héraclès ou Gilgamesh, ils s'appellent désormais Superman, Wolverine ou Batman. Leurs pouvoirs ne sont plus d'origine divine ou surnaturelle, mais extraterrestres, scientifiques ou technologiques. Puisqu'on aborde le thème des super-héros modernes, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale de Watchmen, un comic porté à l'écran en 2009 par Zack Snyder. La chanson a été utilisée uniquement pour le trailer du film. C'est Take a Bow de Muse.
Voilà, il s'agissait donc de Take a Bow de Muse, la musique utilisée pour le trailer du film Watchmen, alias Les Gardiens. Le tout premier super-héros des comics est l'emblématique Superman. Créé en janvier 1933 par Jerry Siegel, le tout premier Superman de l'histoire est en fait un vagabond qui obtient des pouvoirs psychiques grâce à une drogue expérimentale et les utilise à des fins personnelles peu avouables. Il n'avait donc rien à voir avec le super-héros que nous connaissons à l'heure actuelle. Il avait été publié dans le propre magazine de Jerry Siegel, mais ce Superman ne connaîtra aucun succès. Siegel va décider de transformer radicalement son héros afin d'en faire un personnage plus vendeur. Il va le transformer en un véritable héros, un être aux valeurs positives, car cela à l'époque fonctionne bien mieux que le héros peu avenant qu'il avait créé. Ce héros sera cependant un être sans pouvoirs spéciaux, portant des vêtements décontractés, un monsieur tout-le-monde. Et il ne connaîtra toujours aucun succès. En 1934, l'histoire évolue beaucoup. Superman n'est plus juste un homme, il est à ce moment-là un enfant, le dernier humain qui existe. Il a été envoyé en 1935 depuis un lointain futur par ses parents qui veulent ainsi le sauver d'une terre mourante. Cet enfant a une force surhumaine, une peau impénétrable, et il est recueilli par Sam et Molly Kent, qui le prénomment Clark. Il grandit, apprend à utiliser ses pouvoirs pour le bien de l'humanité, et devient un journaliste en apparence square, et rencontre la belle Lois Lane, secrètement amoureuse de Superman, et qui ignore totalement le petit journaliste Clark Kent. L'histoire a donc bien évolué au fil du temps. Superman, cependant, ne connaît toujours pas de succès. Et Siegel renonce. Il se dit que de toute façon, personne ne voudra jamais de son histoire. Ainsi, quand quelqu'un lui propose d'acheter l'intégralité des droits pour $130, soit environ 2000 € actuels, il accepte. Superman voit le jour en 1938 dans la revue Action Comics, et c'est un succès immédiat. Il n'est plus un enfant envoyé depuis le futur, mais il est un enfant extraterrestre envoyé sur Terre par ses parents pour le sauver de la destruction de leur planète Krypton. Superman connaît un tel succès qu'on va le retrouver dans les pièces radiophoniques, des films, des séries télé, des jeux vidéo et j'en passe. Malgré ses origines extraterrestres, Superman se pose comme défenseur de l'Amérique. Il combat des super-vilains, tout comme Héraclès affrontait de terribles monstres. Le super-héros en collant bleu et slip rouge, avec une carte et un S sur le torse, qui est en fait une lettre kryptonienne symbolisant l'espoir. Superman est donc un patriote américain. Il devient un être iconique, emblématique d'un nouveau genre de science-fiction, les super-héros. Ces héros aux capacités surhumaines, mais au final bien plus humains, pour certains, que moultes hommes et femmes, et dont les pouvoirs, s'ils ne sont pas d'origine divine, sont d'origine extraterrestre, dans le cas de Superman. Superman s'approche donc plus ou moins d'un demi-dieu, contrairement à beaucoup d'autres super-héros. En effet, dans le cas de Superman, tout comme pour les super-héros mythiques, les pouvoirs sont inaccessibles aux humains. Aucun humain ne peut devenir Superman. Alors vont apparaître beaucoup de super-héros humains qui vont acquérir des pouvoirs de façon inattendue. Certains auront simplement subi une mutation génétique pendant leur développement. D'autres seront le fruit d'expériences scientifiques. Ou encore, certains utiliseront une technologie nouvelle. Commençons par le docteur Manhattan des Watchmen, ou gardien. Il est le seul des gardiens à avoir des super-pouvoirs. Il est en fait à l'origine victime de ses propres recherches scientifiques. Il est totalement désintégré lors de l'une de ses expériences. Mais les éléments qui le constituent restent présents et Dr Manhattan apprend à les restructurer pour devenir un être quasi omniscient et quasi omnipotent. Un quasi-dieu, quoi. Le Dr Manhattan n'a pas besoin de se nourrir ni de dormir. Il peut se téléporter, il a le don d'ubiquité, il altère le temps et la matière. Bref, si les dieux existaient dans son univers, il les ferait pâlir. Il est le protecteur des États-Unis et les représente durant la guerre froide. Son nom fait d'ailleurs référence au projet Manhattan, le projet menant à la naissance de la bombe atomique durant la Seconde Guerre mondiale. Le docteur Manhattan symbolise la peur des ennemis, et il est passé du statut d'être humain banal au statut de quasi-dieu.
D'autres super-héros seront issus d'expériences scientifiques. Par exemple, Captain America. Il est le fruit du projet Super Soldat. L'injection du sérum du Super Soldat lui donne une force, une endurance et une rapidité surhumaines, ainsi qu'une capacité de régénération accrue, qui est un pouvoir qui est souvent recherché par les super-héros. Il va ainsi pouvoir défendre l'Amérique et les sauver lors de grandes guerres et de grandes catastrophes. Là, on a donc des super-héros qui ont subi, volontairement ou involontairement, des expériences scientifiques. Il y en a d'autres qui sont des super-héros qui sont naturellement nés super-héros, tout comme certains dans l'Antiquité, comme le Devil Chain. Par exemple, Wolverine, lui, il est un mutant qui a une capacité de régénération nouvelle. Il a en fait un gène, le gène X, qui a muté durant son développement et qui lui confère cette capacité de régénération. Il a donc acquis ses pouvoirs tout simplement par hasard au cours de l'évolution. Cette mutation représente peut-être l'avenir de l'humanité. Cependant, cette capacité particulière de Wolverine lui vaudra d'être le sujet d'expériences militaires qui visent à remplacer son squelette osseux par un squelette en adamantium, le métal le plus résistant de tout l'univers, afin de faire de lui un être encore plus incroyable. Il fait partie du projet Arme X, tout comme Lady Strikehawk, un Wolverine au féminin, ou Deadpool, qui peut lui aussi se régénérer. Le gène X a quand même une particularité amusante, c'est que ce gène va subir donc des mutations aura subi des mutations au fil de l'évolution, mais la mutation du gène X va pouvoir amener des pouvoirs différents d'un individu à l'autre. C'est donc un gène particulièrement intéressant à étudier. Il existe donc des humains qui vont être capables de mettre à terre des super-héros ressemblant aux dieux. Certains, donc comme Wolverine, sont une évolution de l'humanité, mais il y en a d'autres qui, tel Ulysse vainquant les Cyclopes grâce à son intelligence, vaincront des super-héros grâce à leur technologie qu'ils seront capables de développer. Je citerai ainsi Bruce Wayne, alias Batman, qui n'a aucun pouvoir particulier, un homme comme les autres, mais déterminé à combattre le crime à Gotham City. Il devient un athlète accompli, un combattant émérite, formé aux arts martiaux et aux techniques de mystification. Il est aussi un intellectuel capable de développer un arsenal varié, lui permettant de lutter contre les criminels et les super-vilains. Par exemple, lorsque Superman mènera son premier combat sur Terre, lorsqu'il se révélera dans une lutte contre un autre extraterrestre, Batman s'interrogera sur son origine, sur son identité, et surtout sur ce qu'il désire faire à la Terre. Peut-être Superman étant en réalité un extraterrestre qui désire conquérir le monde et détruire les humains. Batman ira donc l'affronter, et tel Prométhée volant le feu aux dieux, symbole de l'équité du savoir entre les divinités et les humains, l'homme chauve-souris utilisera la kryptonite pour être l'égal de l'homme de fer lors d'un combat épique qu'il mènera à bien. Ainsi, le simple humain, grâce à la technologie qu'il a développée, met à terre le quasi-dieu. Pour terminer, je vous parlerai des super-vilains, ces sociopathes criminels qu'affrontent sans cesse les super-héros. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film Suicide Squad, réalisé par David Ayer en 2016, Heathens de 21 Pilots. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends wait for them to ask you who you know. Please all my Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Voilà, c'était Heathens de 21 Pilots, un extrait de la bande originale du film Suicide Squad. Dans l'univers des super-héros, les super-vilains sont leur némésis. Ils sont des tueurs sociopathes sans limite aux super-pouvoirs comparables à ceux des super-héros, et qui sont tout aussi populaires auprès des lecteurs que les super-héros. Dans les histoires, ils sont aussi importants que le super-héros, en ce sens qu'ils représentent l'ombre à laquelle s'oppose la lumière. Sans super-vilain, pas besoin du super-héros. La particularité de ces personnages, qui fait aussi leur intérêt, c'est qu'ils ont un comportement totalement amoral, qui leur permet de faire tout ce que les super-héros, êtres moraux, ne peuvent pas faire. Les super-vilains peuvent mentir, tricher, manipuler, torturer ou tuer pour arriver à leur fin. C'est en 1959 qu'ils seront mis à l'honneur par DC Comics, qui créera le Suicide Squad. Il s'agit d'un groupe de super-vilains tels Harley Quinn, Deadshot ou Killer Crow, qui vont être contraints de lutter contre d'autres super-vilains. Au départ, ils apparaissent simplement dans une histoire, puis petit à petit, ils gagneront leur lettre de noblesse et deviendront un comics à part entière. Cette troupe hétéroclite est définie comme sacrifiable. Elle est utilisée par le gouvernement pour gérer des situations de crise extrême où la solution la plus évidente est de combattre le mal par le mal. Pour les obliger à agir, pour les garder sous contrôle, le gouvernement leur injecte des capsules explosives sous la peau. Ces super-vilains deviennent ainsi des anti-héros qui vont devoir affronter d'autres super-vilains pour rester en vie. Mais pour ce faire, ils auront carte blanche et ils pourront laisser libre cours à leurs pires instincts et commettre tous les crimes qu'ils désirent en toute légalité. Si vous souhaitez découvrir de fabuleuses épopées, je vous conseille l'excellente collection L'Aube des Peuples chez Gallimard. Si vous souhaitez connaître un peu mieux les super-héros modernes, je vous conseille la lecture des comics de Marvel et de DC Comics. Et pour tous ceux qui pensent que les comics sont des lectures futiles et sans intérêt, je voudrais citer Serge Tisseron, auteur de La psychanalyse de la bande dessinée, paru en 2000 aux éditions Flammarion. D'une case à l'autre, ou d'une fenêtre à l'autre, nous cherchons dans la BD à la fois des représentations de nos états intérieurs et un cadre pour nos pensées. Que nous soyons captivés par le récit ou que nous nous abandonnions à la cueillette des images, nous en sortons parfois plus fragiles, mais aussi plus forts, à condition que nous sachions nous approprier les images pour les réinventer. Voilà, c'était donc les super-héros mythiques, les super-héros modernes et les super-vilains qui les accompagnent. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à retrouver Fabien Delorme le 10 mai pour un nouveau numéro de Relevé de compteur. Pour ma part, je vous retrouverai le 24 mai pour un nouveau numéro de Science et Fiction. Bonne journée!